نحول الميرزات صوت السيد محمود المدير العام للمؤسسة إيكول حول موضوع l'éducation inversée, une perspective d'avenir. Donc je vais expliquer la méthode inversée par la méthode inversée. La classe inversée. Alors nous avons décidé, avec Faisal, d'expliquer la classe inversée avec la méthode de la classe inversée. Donc nous allons commencer à présenter la notion de classe inversée, en nous appuyant avec un support de cette méthode. Commençons. Donc nous allons, comme convenu, utiliser la méthode classe inversée pour expliquer la classe inversée. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit rien d'autre que d'un support papier et des feutres. Investissement très minime pour peut-être quelque chose d'assez sympa et d'assez efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, classe inversée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est inversé? Nous allons donc vous présenter deux méthodes. De façon classique, la première méthode classique, vous voyez ici, classe, maison. Dans la classe, l'élève écoute, essaie de comprendre et fait des exercices. À la maison, il apprend, fait des exercices, fait des recherches. Ici, du côté de la maison et du côté de la classe, à la maison, besoin d'aide. Et en classe, pas besoin d'aide. Méthode classique. Alors quand on regarde cette méthode classique, on se pose immédiatement une question. D'un côté, quand le professeur est là, il n'a pas besoin d'aide, mais quand il n'est plus là, le professeur, à la maison, il a besoin d'aide. Comment fait-on pour inverser cette problématique? C'est-à-dire permettre à ce que dans la maison, il n'ait plus besoin d'aide, et qu'en classe, il ait cette possibilité d'avoir de l'aide. C'est la méthode inversée. C'est-à-dire que nous allons inverser de la maison et passer à la classe. C'est-à-dire, j'arrive, comme vous avez, j'ai inversé. C'est-à-dire, là, pas besoin d'aide. Et là, aide. Donc, l'objectif principal de la méthode inversée ou de la classe inversée, de la pédagogie inversée, notion d'inversement, c'est que à la maison, il écoute, il a une écoute active des cours proposés par le professeur, et en classe, il acquiert le savoir-faire indispensable. Et là, le professeur est présent pour apporter le soutien à chaque élève, à chaque élève en fonction de son niveau de compréhension. Est-ce que c'est bien clair, Faisal? Donc nous passons, donc c'est ça la notion d'inversement, c'est-à-dire passer d'une relation d'aide, réfléchir comment introduire l'aide dans la classe et à la maison, permettre à ce que l'élève puisse acquérir les premiers outils, les premiers éléments du savoir. Donc ici, il se passe un phénomène très simple. Ici, vous avez le professeur et ici, vous avez l'élève. Ici, le professeur dans la méthode classique, ici c'est la méthode classique, le professeur un peu crispé vient pour donner les mêmes cours régulièrement, à chaque fois la même chose. Il y a une relation verticale, non personnalisée, presque désagréable. Quand on réfléchit en inversant cette méthode, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité au professeur de dispenser des cours et permet à ce que chaque élève à distance ou même en classe puisse visionner les cours, il permet à ce que le professeur ait l'occasion d'entretenir une relation individualisée et presque verticalisée, une relation directe.
Pourquoi? Parce que l'élève a pu visionner, pu comprendre les premiers débuts de cours, je dirais. Donc il se passe là, le phénomène, c'est que l'élève, le professeur, tire avantage. Tire avantage de quoi? Il a plus de temps pour préparer des activités, pour mieux accompagner, pour mieux différencier selon les niveaux, en permettant à ce que chaque élève visionne les cours dispensés par le professeur. Arrivé en classe, le professeur contrôle, suit, permet d'identifier les difficultés de chaque élève. Donc c'est un avantage extraordinaire. Et surtout, ça lui évite de répéter les cours qui sont les mêmes. Et là, il affine les exercices en fonction des difficultés de chacun. Pour l'élève, c'est pas un secret, on s'ennuie en classe. Il y a un phénomène d'ennui. Parce qu'il y a un phénomène, je donne le cours et je reçois, je ne fais que recevoir. Cette fois-ci, on essaye d'augmenter la motivation, d'augmenter l'intérêt, d'augmenter l'autonomie de l'élève. Parce qu'il y a un vrai problème. C'est comment construire l'autonomie, comment construire un intérêt pour l'élève. Et de cette méthode-là, l'élève consulte sa vidéo, et ce n'est pas un secret pour tout le monde qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure du numérique au sens vidéo, visuel. On attire l'intérêt, on attire la curiosité de l'élève pour en arriver à peut-être avoir de meilleurs résultats. C'est qu'une méthode, une perspective d'avenir. Alors quels sont les outils? Les outils à utiliser. Alors, quels sont les outils de travail ou la boîte à outils du professeur pour utiliser cette méthode inversée? Donc, le professeur, comme vous pouvez le voir, dispose de plusieurs supports, papier, tablette et tableau. Ce sont des supports assez simples et peu onéreux, c'est-à-dire simplicité, flexibilité, flexibilité. On peut utiliser un support simple comme sophistiqué, mais cela ne dit pas de la qualité. C'est pas quelque chose de nouveau pour le cours. Tout à fait, c'est une méthode connue. Simplement, ce qui compte, c'est la méthode. C'est-à-dire permettre à ce que l'élève puisse disposer en amont le cours. Il n'attend pas d'arriver en classe pour avoir le cours. Il a le cours en amont. Ça lui permet de pouvoir consulter le cours et pouvoir ensuite poser des questions. Donc se retrouver dans une action active, une écoute active et non plus passive. Voilà véritablement le point fondamental, la pierre angulaire de cette méthode. Donc, deuxième question, comment l'élève consulte ces supports de cours? Donc on se pose donc cette question, quels sont les supports dont dispose l'élève pour pouvoir consulter les vidéos ou ce qu'ils appellent plus techniquement les capsules? Nous allons appeler tout simplement les supports de cours, pour être plus simple. Ces supports de cours, l'élève peut les consulter soit par un ordinateur, un support papier, pardon, je me suis trompé, une tablette, je reviens, il a l'ordinateur, ou un CD. Pourquoi pas un téléphone sous la forme d'une tablette, ce qu'ils appellent aujourd'hui les smartphones. Troisième génération, dans lequel il y a la collection, mais je reviendrai là-dessus, ou la télé. Tous les supports sont possibles. Donc la question de la connexion ou des moyens ne se pose pas. Tous les supports sont envisagés et donc permet de pouvoir déployer la méthode inversée de façon simple et rapide. On est dans l'exercice de la méthode, qui a compris quoi pour continuer dans l'écoute active, parce qu'on est dans une démarche d'innovation et de perspective d'avenir. Donc ceux qui ont des questions, prolongent. Donc c'est inverse. On a dispensé
la notion de méthode inversée, et ceux qui ont des questions à poser, qui les posent, et ça me permet de différencier les réponses que je vais proposer. Alors, qui c'est qui a des questions? Qui lève et qui pose une question pour préciser l'information que j'ai pu avoir. Raïb, tu as une question? Osez poser une question, parce que je suis là pour répondre aux questions. Donc voilà, alors vous ne voulez pas me répondre, mais voilà, le principe c'est que ici, on a dispensé une information en amont pour que l'élève ne soit pas, n'arrive pas dans l'inconnu devant le professeur. Ça c'est un premier principe. Deuxième principe, ممكن الولد ما شافش هذا الكور وجا عند الاستاذ عطاله المعلومات ورجع للدار ممكن ما سمعوش. Il n'a pas écouté. Retour à la maison, il écoute, il lui a suscité l'intérêt. Il a la possibilité de rattraper son retard. L'intérêt. L'objectif c'est quoi? Il y a un objectif, c'est apprendre d'apprendre, parce qu'on ne fait qu'apprendre. Donc l'axe, la réflexion qui est posée sur la classe inversée, comment apprendre pour apprendre? C'est une logique d'apprentissage. Donc la méthode, il faut de la nouvelle technologie, et j'ai dit, c'est un bout de papier, des feutres. Et à l'âge, deuxième avantage, voilà la mémoire. L'école, à mon sens, n'a pas de mémoire aujourd'hui. Le stade, 30 ans d'expérience, pcha. Donc c'est-à-dire que l'objectif, c'est de préserver une mémoire d'école, la mémoire de l'éducation nationale. C'est ça un peu l'idée. Je ne dis pas que c'est la méthode, mais c'est une des méthodes qui peut rapporter gros et pour peu d'investissement. C'est ça que ça veut dire. Exemple, un homme qui a appris l'arabe. Le meilleur exemple, c'est moi-même. Par la consultation de vidéos, de consultation de cours, qui m'informe, ça me donne, je gagne du temps. Pour apprendre la langue amazigh, je n'ai pas de possibilité de l'apprendre. Pourtant, j'ai envie de l'apprendre, mais je n'ai pas l'occasion de l'apprendre, je n'ai pas d'endroit où apprendre. Donc c'est une solution intéressante. Dans le point de départ. Donc, quel est l'intérêt, au final, pour le professeur? Le professeur, il a plus de temps. Pourquoi plus de temps? Parce qu'il oblige l'élève à ce qu'il travaille en amont, c'est-à-dire qu'il puisse consulter soit c'est une vidéo, soit c'est des supports papier. Imaginez, bien sûr, avec un peu de créativité, c'est là où on va faire appel à la créativité du professeur, ou comme vous l'avez si bien dit, avec l'équipe pédagogique, donc dans l'école. Donc ça va être deuxième avantage, plus de temps, parce que le professeur ne va pas venir répéter la même chose, il va adapter son discours en fonction de chaque élève, donc il va avoir plus de temps pour chaque élève. Troisième chose, c'est que le professeur lui-même ne s'ennuie pas. Parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, c'est que l'élève s'ennuie, mais aussi le professeur s'ennuie. Quand il a face à lui un groupe d'élèves qui ne sont pas concernés, il n'a plus la passion de le transmettre. Et vous savez mieux que moi que la transmission du savoir, elle passe par une envie de le faire. Si elle n'y est plus, il n'y a plus cette relation, cette interactivité, je reprends le mot du professeur, cette interactivité qui fragilise la relation avec les élèves, et donc crée aussi une frustration et l'échec, etc. La spirale, la mauvaise relation. Alors maintenant, je reviens. Pour l'élève, pourquoi ça peut être intéressant? C'est qu'on le responsabilise et on crée une certaine autonomie pour l'élève. Et on s'inscrit aussi dans l'ère du temps. C'est-à-dire que l'élève a l'habitude de consulter Internet, il a l'habitude de consulter par Internet, donc on ne lui change pas ses habitudes. Et je crois que le changement passe, faut s'inscrire dans les habitudes des gens. Alors les conditions pour que ça marche, c'est ça la question. Comment fait-on pour que ça marche? Alors ça, c'est qu'une réflexion qui n'est pas vérité parce que je suis que dans la projection. Alors, il y a pour moi trois choses. Il y a d'abord, est-ce que ça exige des moyens financiers? Non. On peut faire avec rien, c'est déjà une feuille, un feutre et une petite vidéo, même presque avec un petit smartphone, on peut enregistrer. Donc ça demande peu de moyens. Est-ce que ça demande une organisation? Et là où la question se pose, bien sûr que ça demande une organisation. Ça exige aussi une réflexion sur le rythme scolaire. Combien d'heures doit-on continuer à faire Est-ce qu'on doit continuer à faire 8 heures par jour? C'est une question. Est-ce que le professeur doit donner toujours 8 heures par jour? C'est une question. Je ne crois pas. Donc si on réduit le rythme scolaire, on donne plus de temps au professeur, le professeur a plus de temps pour créer des cours, et il propose ses cours à l'élève. C'est une réflexion, je crois que c'est intéressant.
et aussi plus d'autonomie. C'est-à-dire qu'avoir de l'autonomie au niveau des écoles est important et faire confiance au rôle des équipes pédagogiques à la tête duquel se trouve le directeur d'établissement, d'où la réflexion de donner un statut au directeur d'établissement et une volonté et il faut que ça s'inscrive dans une formation continue, autant pour les professeurs que pour les directeurs d'établissement. Et quel est l'intérêt également dans cette méthode, à mon avis? C'est qu'en créant des outils, en se créant des capsules de cours, ce qu'ils appellent des secteurs de cours, ça permet aux professeurs de s'interroger sur la qualité de son cours, de son enseignement, parce que moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je parle de ce qu'on a fait comme expérience, c'est que je me suis posé la question, est-ce que c'est bien? Ça passe ou ça passe pas? Donc, quelque part, je m'interroge sur la transmission, est-ce que je transmets bien le message ou pas? Donc ça permet, même si presque, je dirais presque, même si on ne le fait pas pour les élèves, je le ferai pour moi-même. C'est-à-dire, est-ce que mon cours, le mien passe? Voilà. Ensuite, on revient au sujet, la relation parent-élève, la relation parent-élève-école, la relation parent-école, la relation association-école. Je crois fondamentalement que le succès de ce changement, les changements qu'on peut réaliser, ne se feront que si les acteurs principaux, qui sont le directeur d'établissement, l'équipe pédagogique et l'association des parents d'élèves. J'ai que des pistes de réflexion. Nous, en tant qu'e-école, je vous donne notre expérience qui peut aider, qui peut se déployer, qui peut être récupérée. Quelle était notre expérience? C'est que nous avons mis en place une plateforme. Cette plateforme avait pour principal objectif de rapprocher les parents aux responsables des écoles. En mettant une plateforme, c'est-à-dire quand l'élève est absent, le parent reçoit une information immédiatement par SMS, le professeur a la possibilité de gérer à distance la gestion des notes, le directeur d'établissement dispose d'un tableau de bord qui lui permet rapidement d'avoir les informations relatives à ses élèves, par exemple une absence accrue ou des mauvaises notes, pour pas que ce soit trop tard pour agir tout de suite. Voilà une des logiques de la plateforme. Et dans le prolongement, nous avons décidé d'ouvrir un espace qui était le contenu numérique. Et quand nous avons décidé de déployer le contenu numérique, nous avons envisagé tous les supports. Et nous avons initié dans l'Académie de Fès, on a organisé les choses suivantes. Comité cadre dans l'Académie, comité technique composé de membres de l'Académie et des membres des écoles, et comité technique dans les écoles. Et c'est dans les écoles que nous avons pu construire, préparer des scénarios de contenu numérique. Les difficultés sont lesquelles? Les difficultés, c'est que s'il n'y a pas une vision ou un vrai scénario pédagogique, c'est-à-dire, plus que ça, c'est une volonté. Je pense que ça va au-delà du scénario. Le scénario, on pense qu'on peut le faire, on peut y arriver, mais s'il y a une volonté, exemple concret, c'est que si on ne donne pas des notes administratives qui circulent au sein des écoles, et qui leur donne le temps et la possibilité, l'autorisation de pouvoir travailler, on ne travaillera pas. Genre, administrativement, il y a une lourdeur administrative qui freine l'innovation aussi, ou qui freine les hypothèses de scénario pédagogique. Et ça, c'est le concret, c'est ce qu'on vit, et je l'ai vécu dans l'académie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une volonté ou une plus d'autonomie pour les écoles ne pourront pas agir parce qu'il faut qu'ils attendent toujours des notes administratives. Donc, est-ce que la note administrative est la règle? C'est une question aussi. Est-ce qu'on ne doit pas aussi innover dans la démarche administrative? Est-ce qu'on doit donner plus de pouvoir au directeur d'établissement et aux professeurs? C'est une question. Et d'ailleurs, ils n'ont pas aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, un statut à part entière. Et je continue. Et la formation, parce qu'en faisant cette méthode-là, on initie les élèves à l'usage des nouvelles technologies. Avec peu. Merci.